Donc, docteur, on est très très heureux de vous avoir et d'éditer votre nouveau livre qui s'appelle donc Chronique de médecine contestataire. Et la première question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous êtes contestataire de nature ou bien est-ce que c'est le nombre infini de conneries qu'on entend dans le domaine de la médecine qui vous a poussé à devenir une sorte de troublion? J'ai essayé longtemps d'être un médecin normal, un médecin bien élevé, un médecin obéissant. Et puis, je crois qu'à un moment donné, quand c'est trop, ou alors il ne faut pas commencer à réfléchir. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai rencontré un médecin qui m'a fait énormément réfléchir sur la responsabilité du cholestérol dans les maladies cardiovasculaires. On aurait pu dire que ce gars-là était un fantaisiste. Simplement, il était chercheur au CNRS. Donc déjà, ça calmait un peu, spécialiste des maladies cardiovasculaires et spécialiste des lipides. Donc ce gars-là, il avait travaillé 25 ans sur le cholestérol, il connaissait la molécule par cœur, et puis il m'a fait comprendre que je me trompais depuis le départ. Depuis le départ, je donnais des médicaments anti-cholestérol à tous mes patients. Ils étaient pas mieux, et parfois ils étaient pires. Et puis j'ai compris. Et puis à partir de là, bah, on s'arrête plus. À partir du moment où on a compris une fois qu'on s'est fait avoir, c'est la porte ouverte, hein. Alors après, ça devient un plaisir dangereux parce que moi j'ai quand même maintenant beaucoup d'ennuis, beaucoup d'ennemis, beaucoup d'échéances juridiques qui m'attendent et qui seront toutes défavorables, qui conduiront probablement à mon exclusion de la médecine en France, pas en Europe, mais en France, parce que mes positions à droite, à gauche, surtout voilà, et depuis longtemps, ça les surénerve au Conseil national de l'ordre des médecins. Donc voilà, maintenant on attend la suite. Mais vous voyez, grosso modo, maintenant j'ai bien vécu. Ma carrière a été longue et très diverse. Et aujourd'hui, je suis absolument ravi de m'épancher sur tout ce que je trouve anormal dans les soins médicaux. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà. Alors, c'est vrai que la proposition des éditions Résurgence m'a fait un immense plaisir. Pourquoi? Parce que ces textes-là, ils sont quand même finalement, ils ont été publiés déjà. Ils ont été publiés en Suisse et ils ont eu beaucoup de succès, mais simplement dans une revue médicale. Donc, évidemment, une revue, ça a une durée de vie d'1 mois, et c'était vraiment très dommage que ces textes disparaissent. Donc, l'idée des éditions Marco Pieter et Urgence de les publier sous forme de tomes m'a énormément plu, puisqu'on va pouvoir amener à un autre public, le public des lecteurs de livres, et non pas des lecteurs de journaux. Et puis, c'est plus facile à ranger, c'est plus facile à consulter. Une revue, ça se perd, ça se froisse. Voilà, on emballe les macros, un jour on n'y pense plus. Il nous manque un numéro. Bon, c'est rare d'aller arracher 3 pages à un bouquin quand on en a un. Donc voilà. Alors, chronique de médecine contestataire, la médecine contestataire, c'est très bien, certains diront, mais est-ce que ça soigne les gens? Bah, évidemment que ça les soigne. Moi, j'ai toujours fait, dans toutes mes interventions, je me suis toujours bagarré pour démonter des mythes, mais ensuite en placer ou les redresser ou en placer d'autres qui marchent. C'est-à-dire que si je vous dis les médicaments anti-cholestérol ne servent à rien, il ne faut pas que je vous laisse le bec dans l'eau avec vos interrogations. Bah, je vais mourir avec mon cholestérol. Donc il faut travailler là-dessus, évidemment. Alors maintenant, on va arrêter de parler du cholestérol parce que le cholestérol, il arrivera dans les tomes prochains et pas dans le numéro un. Mais dans le numéro un, j'ai bien aimé le choix de Résurgence, puisque vous avez commencé par 2 vitamines. Donc là, on ne peut pas faire plus simple. On ne peut pas dire, ah ben ouais, mais il est complotiste, il parle de vitamines. Une vitamine, c'est une vitamine. On a le droit de parler de vitamines, même si on nous explique à longueur de journée que ces vitamines n'ont pas d'intérêt pour la santé humaine. Bah, là, dans le premier tome, on parle de la vitamine C et de la vitamine D. Je mets au défi quiconque qui a lu les 2 parties sur la vitamine C et la vitamine D de me dire qu'il faut traiter ces vitamines par-dessus la jambe. C'est absolument criminel, et je le dis. C'est-à-dire que les préconisations qu'on nous assène en vitamine C et en vitamine D en Europe sont des préconisations où on sera malade. Voilà. Donc, une fois qu'on a compris ça, revenons sur les bonnes préconisations
de quantité par rapport aux saisons, etc. Et là, on a des populations qui commencent à retrouver une meilleure santé. Donc, c'est très simple, en fait. Mon boulot, il est simple. Quand j'annonce qu'un produit a telle efficacité, de toute façon, j'ai systématiquement des travaux internationaux publiés que je cite dans le bouquin, et systématiquement, les gens ont la possibilité d'aller vérifier mes sources. C'est-à-dire que c'est pas, je ne m'épanche pas, je fais pas du délire médical. Ce que je dis, je le confirme par la présence systématique de références scientifiques publiées. Voilà. Donc, justement, votre première chronique porte sur la vitamine C. Ouais. On y apprend notamment que le scorbut chez les marins était causé par une carence prolongée en vitamine C. On apprend aussi qu'on a su guérir des cas de polio avec de la vitamine C. Donc, bon, c'est incroyable. C'est incroyable, mais est-ce que c'est vraiment vrai, ça, alors? Mais c'est là où c'est extraordinaire. C'est que, bon, le scorbut des marins, à partir de la 14e semaine, quand on n'a absolument plus aucun agrume, on commence le scorbut en mer. C'est un scorbut qui est un scorbut presque grossier, parce que, en fait, à terre, on a toujours quelques microgrammes de vitamine C dans quelque chose. Voilà. Donc, on n'a jamais un scorbut de mer. On ne voit plus ça. Sauf si vous tombez sur des gens très particuliers, comme par exemple des malades mentaux qui se mettent à manger. Ça se voit encore hein, régulièrement, au fond des maisons de retraite ou au fond des endroits misérables. Des gens qui, par exemple, j'ai vu un jour un monsieur, il mangeait que du beurre de cacahuète. Il avait plus de dents, il mangeait que ça. Et donc, il avait plus de dents, mais il avait perdu ses dents à cause du scorbut. Mais voilà. Donc, c'est quand même des gens qu'on voit rarement, mais qu'on voit encore. C'est-à-dire que le scorbut catastrophique, il est encore présent en Europe. Mais ce qu'on voit bien plus souvent, c'est des scorbuts à bas bruit. C'est des gens qui ont des toutes petites quantités de vitamine C et donc qui gardent leurs dents, ils n'ont pas trop d'œdème, ils ne sentent pas abominablement mauvais de la bouche, ils n'ont pas des tas de problèmes, mais ils ont des tas de maladies cardiovasculaires, ils ont des tas de douleurs musculaires, etc. Mais on ne fait pas de diagnostic. On ne fait pas de diagnostic parce qu'on n'y pense pas. Mais ça existe. Et ça existe pas quand on a une supplémentation bien menée en vitamine C. Les gens ont une santé absolument extraordinaire. Moi, je vous raconte Klenner, là, vous parliez tout à l'heure de la polio. Bon, bah, c'est Frédéric Klenner, un médecin qui a publié la totalité de ses travaux et qui a dit un jour, moi j'ai soigné 60 polio avec la vitamine C, je les ai tous guéris. Et maintenant, le premier qui vient me dire qu'il n'y a pas de traitement à la polio, il vient me voir, ou alors c'est moi qui viens le voir. Voilà. Et donc, ça s'est réglé comme ça. Aux États-Unis, plus personne ne voulait déconner sur les possibilités thérapeutiques de la polio. Et avec les nerfs, ils avaient tous guéri. Voilà. Alors, vous parlez de la vitamine C, il y a un gars que j'ai mis dans mon article parce qu'il est quand même extraordinaire. C'est Alan Smith, le fermier néo-zélandais. Un gars qui est hospitalisé avec une grippe, une pneumopathie bilatérale, plus une leucémie. Il est intubé, ventilé, en réanimation. Les réanimateurs viennent voir la famille en disant, bon, nous, on arrête, hein, on le débranche, il va mourir, hein, on s'en fout. Et puis, derrière, cette femme avait appris qu'un médecin américain donnait des fortes doses de vitamine C dans ces cas-là. On a donné, vous verrez l'histoire, elle est absolument incroyable, elle dure 3 heures. Mais à la fin, le gars, il guérit. Parce qu'il a eu la vitamine C. Et que ça! Pas d'antibiotiques, pas de chimiothérapie, pas de médicaments antiviraux, que dalle, que de la vitamine C, il est guéri. Voilà. Et moi, je l'ai vu en 2016 à Paris. Il fait des conférences aujourd'hui. Il fait des conférences. Il raconte comment il a survécu alors qu'il va être archi-mort depuis 10 ans. Mais c'est dingue tellement c'est simple. Mais il y a des instances qui n'aiment pas beaucoup la vitamine C. Vous parlez notamment de l'ANSES qui fixe l'apport journalier recommandé à 110 milligrammes Voilà. au jour, donc. Alors que par Voilà. exemple, dans 100 grammes de persil, bah, il y a une teneur en vitamine C de 190 milligrammes. Donc, docteur, dites-nous s'il vous Euh, plaît, quel est le problème avec la vitamine C? il faut cracher le Bercy. Il ne faut pas le manger. C'est toxique. C'est comme la goyave. Si vous prenez de la goyave très mûre, la vitamine C est très importante. Si vous, alors là, il y a des trucs un peu bizarres.
La tisane de cèdre blanc, c'est un peu particulier, mais là, vous avez encore plus de vitamine C dans le cèdre blanc. C'est comme ça que les marins de Jacques Cartier ont été récupérés quand ils sont arrivés sur les rives du Saint-Laurent au Canada. Ils étaient tous en train de crever et les Amérindiens leur ont filé de la NEDA et ils ont tous guéri. Ben, le problème, il est quoi? On ne va pas faire de complotisme, mais encore une fois, une société de gens en très bonne santé, ce ne sont pas des gens grands consommateurs de médicaments. Et aujourd'hui, nous avons l'industrie du pharmaceutique a mis la main sur absolument tous les leviers économiques de tous les pays occidentaux. Donc, un pays qui va bien n'est pas un pays qui consomme du médoc. Et ça ne va pas. Là, en ce moment, on est dans Octobre Rose. Et là, on parlait de l'iode. Enfin, on parlait de l'iode. Dans le bouquin, je vous parle de l'iode. Octobre Rose, c'est une course à la médiatique qui va enflammer tout le mois d'octobre. Dans tous les pays occidentaux, les femmes sont en rose, elles courent, faites vos mammographies, c'est bon pour vous, etc. Tout ça, c'est des grosses conneries. Et Octobre Rose appartient à AstraZeneca qui vend des produits de chimiothérapie de cancer du sein. Donc, quand on a compris ça, vous voyez l'influence gravissime du lobby médicamenteux vous empêche complètement d'avoir des produits qui vous tiennent en pleine santé. Alors là, on a parlé de la vitamine C, là, je vous parle de l'iode, qui est dans le bouquin, on peut parler de la vitamine D, mais vous vous rendez compte qu'en France, alors évidemment, en Belgique, ça ne s'est pas passé comme ça, en Angleterre non plus, mais en France, il n'y a pas eu un mot pendant le Covid pour dire vérifiez vos statuts en iode, en vitamine D. Alors que l'Académie de médecine avait dit il faut quand même faire attention, c'est important, et que les Anglais avaient dit c'est sûr, c'est vachement important. Et quand on a eu les premières études internationales qui ont montré la différence de survie dans le groupe sous vitamine D et le groupe sans vitamine D, eh ben, il n'y a pas eu plus de campagne. Donc c'est complètement incompréhensible, sauf à imaginer qu'il ne fallait pas que les gens soient pas malades. Alors, ça paraît curieux, mais on dirait que c'est ça l'histoire. Voilà. Alors, vitamine D, vous allez rencontrer des trucs absolument extraordinaires, parce que c'est pareil. Vous avez normalement, on vous dit 300 UI, unités internationales de vitamine D par jour. Et puis, vous voyez qu'il y a des gars qui en prennent 20 000, 30 000. Bon, et on vous dit, ah ouais, mais c'est vachement toxique, faut pas, etc. Alors, j'ai regardé tout à l'heure en préparant l'émission, un gars, il a eu 1 800 000 unités en 2 mois. Il n'est pas mort. Il n'a rien eu du tout, rien. Donc, il n'y a aucune toxicité à la vitamine D, aucune. Et par contre, quand on monte les doses, on a des résultats en matière thérapeutique qui sont absolument incroyables. Mm. Incroyables sur l'eczéma, sur l'asthme, les scléroses en plaques, ces gens-là, en cancer, en cancéro. Incroyable. Et puis, tout est publié et j'ai tout mis dans le bouquin. C'est-à-dire que là, on ne peut pas dire, ouais, reliquer délire. Tout est dans le livre. Vous avez toutes les références scientifiques qui prouvent que je ne suis pas allé délirer dans mon coin. Non, non, c'est des choses publiées depuis longtemps, référencées sur PubMed, la banque américaine des documents médicaux, c'est dedans. Alors, pour revenir juste un petit moment sur la vitamine C, on nous inculque depuis la plus tendre enfance que le matin, pour faire le plein de vitamine C, il faut boire un grand verre de jus d'orange. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est con, mais c'est très con. Alors en plus, bon, il faut comprendre la biologie de la vitamine C. En fait, on n'est pas trop capable, nous, humains, de la conserver dans nos tissus. C'est-à-dire qu'elle passe dans le sang, certaines petites cellules le prennent tout de suite et après, ça part dans les urines. Ce qui veut dire que, donc, quand on prend de la vitamine C une fois par jour, eh ben, pendant 23 heures qui suivra, vous aurez plus de vitamine C dans le sang. Si c'est ce que ça, votre apport en vitamine C, vous aurez de la vitamine C une fois par jour, très bien, mais 1 heure par jour et après, c'est mort. Donc la vitamine C, c'est pas comme ça que ça se prend. La vitamine D, c'est comme ça que ça se prend. L'iode, c'est comme ça que ça se prend. Mais la vitamine C, il faut répéter les doses dans la journée pour avoir un taux le plus constant possible. Voilà. Le grand théoricien de la vitamine C, c'est Linus Pauling, qui a été 2 fois prix Nobel de médecine et prix Nobel de la paix, qui a travaillé considérablement sur la vitamine C. Et lui, quand il était enrhumé, il en prenait 24 fois par jour, toutes les heures. Il se réveillait la nuit pour avaler sa vitamine C et il coupait son rhume. Les rhumes duraient 3 jours.
Voilà. Bon, évidemment, se lever la nuit 8 fois pour bouffer sa vitamine C, ça paraît incroyable. Mais Linus Pauling, lui, il a écrit ça, il a donné sa technique. Donc, vous voyez, il faut répéter les doses régulièrement dans la journée. Et pas besoin d'en prendre des tonnes, sauf si on a une maladie gravissime. Et si on a une maladie gravissime et qu'on doit prendre de grosses doses de vitamine C, j'explique dans le livre que les vitamines C bas de gamme ne peuvent pas être utilisées, sinon on a la diarrhée. Ça aussi, on nous dit souvent, ouais, mais quand vous prenez trop de vitamine C, vous avez la diarrhée. Oui et non. Oui, si vous prenez du bas de gamme, et non si vous prenez une vitamine C un peu particulière, qu'on appelle liposomale. Et j'explique dans le bouquin qu'on peut même la fabriquer soi-même. Voilà. On peut fabriquer sa vitamine C soi-même, c'est cher dans le commerce, ça coûte que dalle quand c'est fabriqué à domicile. Revenons maintenant sur la vitamine D. Bah là, on rentre dans l'automne, puis demain, ce sera l'hiver. Est-ce que c'est le coup d'envoi des virus, entre guillemets, de la mauvaise saison? Et moi, je suis mort de rire tous les ans à partir du 15 septembre. Parce que je vois arriver mes patients, ils toussent, ils ont le nez qui coule. Je leur dis, vous n'avez pas de vitamine D. Ah bah non. Et, mais moi, je n'ai jamais le nez qui coule. Je ne tousse pas. Je suis sous vitamine D quasiment toute l'année, sauf quand je pars 8 à 15 jours par an en vacances. Le reste du temps, je suis au cabinet et je travaille. Ben, je suis enfermé, qu'il fasse beau dehors ou moche dehors. Moi, ma vie, elle est pareille. Dans les maisons de retraite, c'est pareil. Il ne faut pas dire aux vieux qui ne sortent pas le nez de leur chambre que, puisque c'est l'été, on peut arrêter la vitamine D. Tous ces gens-là doivent avoir de la vitamine D en très grande quantité, en quantité normale, certainement pas les quantités préconisées, et après 60 ans, certainement associées à de la vitamine K2. C'est ce que j'explique dans le bouquin, c'est qu'on ne doit pas faire n'importe quoi avec la circulation du calcium quand on va prendre du calcium, mais du calcium alimentaire, pas des comprimés de calcium. Ça, c'est très mauvais pour la santé. Mais de prendre du calcium végétal, il faut que ce calcium aille dans les os plus que dans les plaques d'athérosclérose. Donc, dans ces cas-là, eh ben, on se prépare et on prend, j'espère, enfin, je préfère qu'on prenne un combo vitamine D3 associé à de la K2. Et je donne des produits. C'est très simple. Les gens ont qu'à recopier. Ils vont chercher sur le web et ils ont le produit. Le produit, en plus, il est belge. Alors, on ne peut pas faire plus simple, hein. Troisième chronique sur l'iode. Dedans, vous rapportez notamment un fait marquant. Vous dites qu'en France, on recommande 150 microgrammes d'iode quotidiennement, alors que les Japonais d'Okinawa, qui est le territoire, comme on le sait, qui compte le plus de centenaires au monde, consomment 30 milligrammes d'iode par jour. Oui. Alors, ça fait Euh, 30 000 microgrammes. Nous, on nous propose 150 micros et eux, ils bouffent 30 000. Et ça dérange personne. Et c'est pour ça qu'à une époque, dans les années 50, on nous avait expliqué l'effet Wolff-Chaikoff. Oh là là, si vous mangez de l'iode plus que 150 microgrammes, vous aurez de l'hypo ou de l'hyperthyroïdie. Effet Wolff-Chaikoff, faut surtout pas faire ça, c'est super toxique. Très con, parce que comme tu viens de le dire, il y a qu'à regarder les Japonais d'Okinawa, ils bouffent 30 milligrammes tous les jours. Il n'y en a pas un qui est malade. Et surtout, l'histoire, c'est quand même drôle aussi, ça. C'est qu'il y a certains comprimés qui sont très iodés, comme la cordarone ou la myodarone en Belgique, le produit il contient 75 milligrammes d'iode. Et on le donne à des petits vieux qui ont des troubles du rythme. Et ça marche en plus. Sauf que la molécule d'amiodarone, elle est quand même assez toxique. Donc ce serait bien qu'on arrête un peu l'amiodarone, mais c'est pas du tout bien qu'on arrête l'iode, parce que l'iode, lui, il n'est pas toxique. Donc on donne des quantités proportionnelles d'iode par rapport à l'état de santé. Là, tu parles en général, mais encore une fois, là maintenant, on a un peu débunké le terrain sur la maladie cardiovasculaire, sur la cancéro. On a un truc absolument extraordinaire si les gens se prennent, et puis les maladies neuropsy, c'est-à-dire les adultes fatigués, déprimés, qui ont des troubles de la mémoire. Ils n'ont qu'à faire une analyse de leur iodurie, c'est marqué dans le bouquin, j'explique comment ça marche. Et à partir de la iodurie, les gens savent s'ils sont au tapis sur le plan de l'iode, ils consomment de l'iode et ils vont être transformés en 3 semaines. Mais transformés, je le jure, c'est pas pour vendre le livre, c'est parce que je le vois tous les jours. Les gens qui ont une carence magistrale en iode sont transformés dans leur état général dès lors qu'ils en consomment. C'est normal, ça allume le cerveau. Voilà. Ça, on ne le sait pas, et vous dites dans le livre que la moitié de la population mondiale est carencée en iode, et que ça Oh explique ouais, non beaucoup de mais maladies. alors, tu sais, j'ai fait un autre bouquin au printemps sur l'iode, donc je connais bien l'histoire.
Je ne dis plus la moitié, maintenant je dis 99%. En fait, il y a qui n'est pas carencé d'une manière importante. C'est en fait que le littoral sino-japonais. Eux bouffent des algues en grande quantité et tous les autres n'en mangent pas. Donc on est tous plus ou moins carencés, certains totalement d'une manière absolument abominable, mais ces gens-là, les gens d'Okinawa, tous les gens qui ont une alimentation ancestrale riche en algues, sont complètement débarrassés du problème. Mais quand ils sont débarrassés du problème, il y a plein de maladies qu'ils n'ont pas non plus. Hein. Les nanas d'Okinawa, elles n'ont pas de cancer du sein, ou quasiment plus. Hein. Bah oui, elles ont très peu de cancer, les hommes ont très peu de cancer de prostate. C'est des choses qui sont, mais qui crèvent les yeux. Et pareil, j'ai donné des articles médicaux qui sont absolument mais remarquables. Alors certains sont vieux, mais ils sont vachement intéressants. Ils ont pris par exemple le devenir des femmes japonaises qui ont immigré aux États-Unis après 45. Celles dont on a détruit complètement leur habitat, guerre, bombe atomique, etc. Donc elles sont parties émigrer aux États-Unis pour survivre. Hein, voilà. Et ben 20 ans plus tard, elles avaient le même profil cardiovasculaire et de cancer du sein que les Américaines du coin. Alors que les nanas qui étaient restées à Okinawa, elles continuaient à être complètement préservées des emmerdements habituels. Voilà. Donc ça prouve, alors, ça ne nous dit pas que c'est forcément que l'iode, ça peut être plein de choses, mais ça démontre qu'il y a quand même une importance majeure à apporter au mode de vie. Voilà. Et alimentaire, évidemment. Parce que vous exercez la médecine générale à Roubaix, donc c'est quand même dans le nord, donc pas loin de la mer, c'est sur le littoral. Vous ne constatez pas de meilleur niveau d'iode chez vos patients. Alors, Euh, j'exerce à Tourcoing et j'ai plus tellement de médecine générale maintenant parce que je m'occupe énormément des gens qui ont des problèmes qui ont besoin d'être soignés au sérum marin. Donc, beaucoup de gens viennent me voir exprès pour ça et beaucoup de gens viennent me voir maintenant depuis le livre sur l'iode. Donc, dès qu'ils ont des problèmes thyroïdiens ou des problèmes d'iode, ils viennent me voir. Donc, la médecine générale, c'est plus trop mon problème. Mais ce matin, j'ai vu arriver deux personnes qui sont venues d'Annecy et ces deux-là, donc c'est la montagne, hein, c'est les Alpes, hein, et ces deux-là sont arrivés avec des ioduries à zéro. C'est-à-dire qu'encore encore aujourd'hui dans les Alpes, on a des gens qui sont à zéro diode. Alors évidemment, les emmerdements de santé sont catastrophiques. Hein. La pauvre femme, son histoire de vie, elle est abominable. Elle a 65 ans. Elle a toute sa vie, elle a vécu carencée en iode. Peut-être même qu'elle est née carencée en iode, parce que sa mère était carencée en iode. Donc elle, à l'état de fœtus, elle n'a pas eu le développement neuropsy normal parce que sa mère lui a pas filé d'iode. Et donc, je la vois, moi, à 65 ans, et elle a donc 65 ans d'antériorité avec pas d'iode. Bah, pas d'iode, elle a un goitre, elle a des nodules, euh, des emmerdements de partout. C'est compliqué à traiter, mais encore une fois, c'est passionnant. Mais oui, c'est vrai que plus on vit près de la mer, et moins on est à zéro de d'iode. Parce que quand on est près de la mer, quand il pleut, l'iode arrive par la pluie ce qu'on appelle entrée maritime, c'est de l'eau de mer qui est aspirée, qui passe en vapeur, en nuage, et qui retombe sur les sols jusqu'à 50-70 km, il reste de l'iode. Après, un peu moins, et puis après 500 km, il n'y a plus rien. Donc, effectivement, à Lille, à Tourcoing, mes patients ne sont pas à zéro, mais régulièrement, ils sont en dessous de 50 microgrammes par jour, par 24 heures, c'est abominablement bas. Alors, après l'iode, vous parlez de l'eau de mer, et en préambule de votre chronique intitulée Se soigner avec de l'eau de mer, vous écrivez que les connaissances que vous nous livrez dans la chronique ont transformé votre vie, celle de vos proches et celle de vos patients. En quelques Ouais. mots, vous pouvez nous expliquer pourquoi? Bien sûr, moi je me suis mis à avoir mal au dos en 2012, mais un mal de dos abominable. Je me suis soigné. Alors, c'était l'époque où j'étais poli avec tout le monde. Hein. Donc, je suis allé voir les rhumatos, les kinés, et puis à la fin, un chirurgien spécialiste du dos qui m'a dit, bah, écoute, je vais te faire un truc. Je suis désolé, tu es jeune, mais je vais te mettre deux barres dans le dos en ferraille, et puis je vais tirer sur ton rachis, et puis on va oublier le disque qui a disparu, et puis comme ça, bah, tu auras moins mal. Je lui dis, moins mal, quoi, moins mal? Elle me dit, bah ouais, tu auras mal, mais moins. Je dis, mais alors, je peux faire du sport. Ah non, 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 tu feras plus de sport. Non, tu feras plus de sport. Je te mets à une douleur moindre. Mais je lui dis, mais c'est pas un espoir de vie. Et à l'époque, j'avais 50 balais. Je lui dis, mais t'es malade.
Et là-dessus, je vois un gars qui dit, moi, je vous traite en 6 semaines et je vous enlève ça avec de l'eau, je vous l'injecte sous la peau, vous allez voir, c'est bien. Et je me dis, qu'est-ce que j'ai à craindre? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Et c'est des techniques qui dataient de 1907. Après, je me suis renseigné, puis après, j'ai fait des bouquins, après, j'ai fait des articles. Mais cette histoire d'utiliser l'eau de mer qui date de 1907, ben, je me suis dit, bah, on va essayer. En 6 séances, j'allais faire je courais autour de ma maison. Voilà. J'avais mis les baskets, j'avais pas eu mes baskets depuis 2 ans. Et ben, 6 séances, hop, dehors. Et la course sous la flotte. Et puis après, j'ai soigné ma mère. Puis après, j'ai soigné un de mes fils qui voulait arrêter la fac parce qu'il avait mal au dos. Il avait une hernie discale. Il avait mal au dos dans l'amphi. Il m'a dit, je peux plus tenir assis. Moi, j'arrête. Je lui ai dit, t'es malade, tu vas pas arrêter la fac. T'es taré. Donc, 3 séances, hop, il est reparti. Puis aujourd'hui, il est médecin. Voilà. Bon, et puis alors après, quand tu as un patient en total échec thérapeutique de tout, tu peux pas, quand tu es médecin, lui dire, bah moi, je connais bien un truc, mais je vais le garder pour moi. Toi, tu vas crever, moi, je me le garde. Bah, on le fait sur elle. Ah, ça marche. Une patiente, 2 patientes, 10 patientes. Et à la fin, bah, c'est devenu un métier. Alors après, le conseiller de l'ordre me saute dessus en disant c'est scandaleux, c'est du charlatanisme. Mais à quelle heure? Ça fait 10 ans que les gens traversent la France, la Belgique, de partout pour venir se soigner comme ça, avec des résultats extraordinaires, jamais un effet indésirable. Évidemment, j'injecte des sérums marins, des polyvitamines et du magnésium. Donc jamais un effet indésirable. Bon, avec des résultats constamment vachement bons, c'est extraordinaire, c'est dans le livre. Voilà. Et ça me vaut peut-être, pour l'instant, ça me vaut une énorme condamnation d'interdiction d'exercice pour charlatanisme. C'est quand même absolument hallucinant. Ouais, c'est dingue, c'est totalement dingue. Et, dans ce passage sur l'eau de mer, enfin dans cette chronique, il y a un passage amusant. Vous parlez d'une expérience qui vous dites ne rate jamais. Vous dites prenez un Parisien, installez-le 2 heures en extérieur face à la mer. Oui. Le lendemain, il vous dira qu'il a mal dormi, et puis en fin de journée, il vous dira qu'il se sent dans une forme incroyable. Est-ce que c'est grâce, pardon, aux fameux airs marins? Mais bien sûr. Je te dis, mets-le en pleine tempête. Pourquoi? Parce que lui, il va avoir les embruns de la mer. En fait, la mer est sous forme pulvérulente. Donc, il va aspirer tous les sels minéraux de la mer. Et comme lui, parisien, il arrive avec probablement déjà une bonne petite carence en plein de choses, en magnésium et certainement en iode, en 2 heures, en plein vent, il va tellement inhaler de particules minérales qu'il va mal dormir. Et puis le lendemain, il pète le feu parce qu'il a reconstitué son stock d'iode en 2 heures. Le problème, c'est que son stock d'iode, il va le consommer très vite. Donc, ça ne va pas suffire parce que 3 jours après, il va être fatigué. Mais le premier jour, ça les rend complètement stone, les gars. Bah ouais, c'est normal. Et quand on n'habite pas au bord de la mer, on fait comment? Eh ben, voilà. J'avais expliqué dans le premier livre que tu as plusieurs solutions. J'en parle un peu dans le bouquin dont on parle, la chronique. C'est pas très compliqué. Soit tu bouffes des algues, hein. Alors, algues déshydratées, algues fraîches, soit tu vas bouffer plus souvent des sushis et ils enroulent en général leurs sushis avec des algues. C'est comme ça qu'ils en mangent des algues. Après, ils font des salades d'algues aussi. Bon, mais là, tu vas avoir très vite une quantité d'iode importante, ou alors tu supplémentes en comprimé ou en gouttes. Et j'explique dans le bouquin quel type de comprimé et quel type de gouttes on peut prendre. C'est de la vente libre. Vous n'êtes pas du tout obligé de passer par un médecin. C'est de la vente libre. C'est du complément alimentaire, hein. C'est la différence entre la mort et la vie, une vie heureuse et une vie malheureuse. Mais ça, c'est pas du médicament. Ça, c'est vous qui voyez. C'est pour ça que ce bouquin, il est important parce qu'il amène de la culture. Ça amène aux gens la possibilité de pouvoir réfléchir sur ce qu'ils pourraient faire ou pas, ou ce qu'ils pourraient faire aux gens qu'ils aiment ou pas, en fonction des arguments scientifiques et médicaux que j'apporte. Moi, je fais pas de la politique, je suis pas en train de raconter le paradis ou je sais pas quoi, des conneries. Moi, je parle de choses qui sont acquises par la science, décrites, publiées. Donc, par contre, évidemment, c'est décrit, publié et oublié. Pourquoi c'est oublié? Parce que c'est emmerdant. C'est emmerdant parce que le gars qui est déprimé, qui va prendre de l'iode et qui va plus être déprimé, il ne prendra pas d'antidépresseur. Ah bah ouais, hein, il n'a pas besoin. Voilà. Le gars qui prend de l'iode, il va être moins diabétique, il va perdre du poids. Donc, il perd du poids, il va baisser
sa tension. Il baisse sa tension, il n'a plus d'antidépresseur, d'antihypertenseur. Là-dessus, il est moins triste parce que donc il n'a plus d'antidépresseur. Et puis tu vois, on peut enlever 10 médicaments à quelqu'un à qui tu redonnes de l'iode. Eh ben, ça, désolé, mais moi je préfère prendre un comprimé d'iode par jour plutôt que. Allons bon, je ne sais plus où j'en étais. Vous Euh, préférez prendre un comprimé d'iode plutôt que toute une Oui, paquet de je saloperies. préférais largement prendre un comprimé d'iode une fois par jour plutôt que 5 comprimés, deux pour le diabète, un pour l'hypertension artérielle et un autre qui ne marche pas comme antidépresseur. Voilà. Alors je préviens que les antidépresseurs seront massacrés dans le tome 2 et qu'il y aura un tome 2 que si la, la, le succès arrive pour le tome 1. Si personne n'achète le tome 1, on ne fera pas de tome 2, c'est évident. Bon, enfin bon, voilà. Donc, on fera plus la partie médicamenteuse au tome 2. Et là, aujourd'hui, on fait plus des produits naturels qui vous manquent. Ce n'est pas des produits, voilà, c'est des produits qui vous manquent. Prenez des produits qui vous manquent et ça ira bien. J'enfonce des portes ouvertes pendant 250 pages. Mais encore une fois, vous saurez pourquoi je les enfonce. Donc on passe à la chronique sur le cannabis thérapeutique. Donc encore une fois, c'est une chronique qui est très fouillée, qui est une vraie mine d'informations. Manifestement, c'est une plante aux mille vertus. Est-ce que la France est à la traîne sur cette question? La France, elle est lamentable. Il faut savoir que la France est la plus pervertie par les firmes. Donc, à partir du moment où un produit naturel arrive sur le marché, il n'y a aucun problème. Elle va se faire démolir tout de suite, évidemment. Alors, le cannabis thérapeutique, il y a beaucoup de choses à en dire. Soit on en retire des molécules particulières, par exemple le CBD. Et puis à ce moment-là, comme on sait qu'on n'a aucun effet sur le psychisme du cannabidiol, alors on peut utiliser le CBD pour essayer de traiter plein de choses. Le problème, c'est que c'est pas brevetable. Donc, tous les laboratoires de santé sont capables de vous vendre du CBD qui parfois est d'une qualité absolument déplorable. Donc, le problème, il est là. C'est que beaucoup de gens pensent qu'ils ont essayé le CBD sans résultat, mais ils ont eu un mauvais CBD, et deux, pas la bonne poso. Donc, c'est pareil, quand on veut parler du CBD, il faut bien comprendre qu'on parle d'une molécule. Et là, je redeviens médecin, parce que je comprends ce que je dis. Une molécule, ça ne peut être utilisé parfois que dans de bonnes conditions de temporalité, une fois, deux fois, trois fois par jour. À quel moment ça se prend? Ça, c'est la chronoposologie. Ça peut être, il y a des produits qui doivent se prendre que le soir, d'autres le matin. Quelle quantité? Et en général, on raisonne plutôt en milligrammes par kilo, ce qui nous permet d'avoir un dosage qui est à peu près toujours équivalent pour tout le monde. Et parfois, on peut s'affranchir du milligramme par kilo, mais à ce moment-là, les gens doivent savoir comment augmenter les posologies s'ils n'ont pas d'effet positif. Voilà. Et tout ça, c'est dans mon bouquin. C'est-à-dire que je donne des bons CBD. J'explique pourquoi ils sont bons. J'explique ce que c'est qu'un broad spectrum. C'est pas du tout logique d'imaginer que pour qu'un CBD soit de bonne qualité, il faut qu'il y ait beaucoup de produits connexes à la plante qui soient donnés en même temps. Bon, mais ça, c'est des produits autorisés. Vous n'aurez pas de THC. Le tétrahydrocannabinol qui fait planer, qui fait déconner les jeunes, il n'est pas dans le broad spectrum. Il est enlevé, sinon c'est interdit. Et puis évidemment, je parle des produits où il y a toute la plante. C'est-à-dire, il y aura le THC aussi. Ce qu'il faut bien comprendre dans le cannabis, c'est que les vendeurs cam, de drogue, ont sélectionné des cultivars, donc des plantes très riches en THC, avec, donc en forme planante, mais et pas du tout riches en produits pharmacologiques, en produits médicaux. Mais si on fait le contraire, si on se réapproprie la plante, nous, les médecins, les gens spécialistes de santé, et qu'on dit, voilà, on va refaire des cultivars médicaux qui seront très peu riches en THC, mais dans lesquels il y aura tout le reste, et bien là, on retrouve le cannabis, et c'est un produit extraordinaire. C'est un produit extraordinaire en cancéro, dans les maladies neurologiques, c'est un produit extraordinaire, mais de partout. Alors évidemment, ce que j'explique aussi, il ne faut pas le fumer, c'est la connerie, parce qu'on l'abîme. Vous brûlez un truc, vous mettez des molécules actives à une température extrêmement élevée, le brasier qui est dans la cigarette, d'abord, c'est acre pour la gorge, et en plus, bah, ça démolit la plante. Donc, c'est pas ça qu'on veut.
Donc, on ne peut pas nous dire, ouais, vous essayez de vendre de la drogue, Reliquet vend de la drogue. Non, parce que moi, je ne peux pas faire fumer aux gens. On va le donner en huile, par exemple. Voilà. En huile, c'est génial. Mais sur un cannabis médical, pas sur un cannabis fabriqué au fin fond du Maroc pour que les mecs soient complètement défoncés au bout de deux tafs. Voilà. Hmm. Alors, sans transition, après le cannabis, l'œuf. Donc, c'est un chapitre qu'on s'attend Ouais. tout à trouver dans un Eh livre ouais. de cuisine. Et donc, est-ce à dire que l'œuf peut guérir des pathologies? Alors moi, j'ai fait cet article sur l'œuf parce que il y a une guerre en micronutrition, en nutrition, sur la capacité qu'a l'œuf à boucher les artères des gens. C'était ça l'histoire. Mangez pas d'œuf parce qu'il y a du cholestérol dans les œufs, donc vous allez mourir. Et puis, je commence très vite par montrer que c'est la doyenne de l'humanité qui est morte aujourd'hui. Elle en a mangé, je ne sais plus, des milliers, des centaines de milliers d'œufs. Elle en mangeait trois par jour. Elle est morte à 116 ans. Bon, alors il faut arrêter les conneries. Après, il faut comprendre ce qu'il y a dans un œuf. Il faut comprendre pourquoi. Et puis en fait, voilà, je pense que l'article est amusant parce qu'il vous montre qu'en fait, personne n'avait raison, personne n'avait tort. C'est-à-dire qu'il y a des œufs qui bouchent les artères et des œufs qui ne bouchent pas les artères. Mais on va pas le dire maintenant. Les gens vont se démerder tout seuls avec le livre et vont comprendre pourquoi il y a des œufs toxiques et pourquoi il y a des œufs pas toxiques. Voilà. Donc c'est en fait, voilà, c'est du bon sens. Et puis l'œuf, c'est à mourir de rire. Le gars qui va bouffer 50 œufs par jour parce qu'il prépare une compétition de culturisme. Donc ça, c'est aussi, c'est des trucs, c'est hors sol. Il faut parler de ça. C'est l'utilisation complètement con des œufs. Pour vous, le meilleur mode de consommation de l'œuf, c'est comment? Bon, alors, normalement, c'est. Il ne faut pas qu'on aille trop loin parce qu'après, les gens, Et ils auront si on va trop compris. loin, vous me dites, on passe à la question suivante. Il faut des cuissons douces. Voilà. Il faut certainement pas les cuire trop fort. Et je vous dirai pas quel est l'œuf le meilleur pour la santé, puisque c'est dans le livre. Et encore une fois, il faut qu'il y ait de la surprise et de la. Voilà, c'est plus marrant. Bon, mais encore une fois, une cuisson douce. Moi, je ne suis pas tellement pour les produits crus. J'explique pourquoi l'œuf, c'est un truc absolu, c'est un prodige de la nature. Hein. C'est stérile, ça peut rester. On n'a pas besoin de les mettre au froid, ça reste stérile vachement longtemps. Pendant 3 semaines, ça reste mangeable. Il y a des techniques pour savoir si l'œuf est un peu daubé ou pas avant de l'ouvrir ou de le cuisiner. C'est tout simple, c'est dans le livre. Voilà, c'est un truc génial. Mais de temps en temps, il peut y avoir une bactérie quand même dans l'œuf. Bon, bah, quand on a quand même cuit l'œuf, la bactérie, elle a pris un coup dans son aile. Donc, l'œuf cru, c'est pas une très bonne idée. Surtout que le blanc, vous savez bien qu'il va changer quand on va le cuire. Il va réticuler, donc il va devenir solide. Et donc, il perd de certaines de ses qualités allergisantes, etc., quand il est cuit. Donc, il vaut mieux un peu cuire l'œuf, mais encore une fois, entre un œuf dur, ultra dur, dégueulasse, où tout le jaune est vert parce que le cuivre a migré, et puis un œuf juste cuit, ce qu'on appelle l'œuf parfait aujourd'hui en cuisine, eh ben, il y a un monde. Hein. Donc, voilà. Donc, l'œuf, absolument super important de lire ce truc parce que, un, c'est drôle, et deux, vous apprenez plein de choses et c'est la base de votre alimentation. À l'âge de 6 7 ans, les enfants, ils adorent ça, les œufs. Donc, il faut leur en donner. Hmm. Il y a un terme qui est très à la mode, on entend parler tout le temps de super aliment. Vous considérez l'œuf comme un super aliment? C'est l'OMS qui l'a déclaré super aliment. Donc, il ne faut pas du tout être gêné. C'est le meilleur rapport qualité-prix en protéines animales, c'est certainement les œufs. Alors maintenant, attention, vous pouvez toujours baisser le prix et à un moment donné, vous vous retrouvez avec un œuf dégueulasse. Donc ça aussi, c'est expliqué dans le bouquin. Attention, n'allez pas trop loin dans la recherche de la performance économique, parce que vous allez vous retrouver avec plus du tout de performance gastronomique ni nutritionnelle. Après l'œuf, ben, l'armoise, hein, c'est logique. Donc c'est une plante qui est proprement miraculeuse contre le paludisme, entre autres. Mais bon, docteur, on va quand même pas éradiquer le fléau du palu avec une plante. Ben, non, parce que c'est interdit. Mais,
Mais l'histoire est absolument phénoménale. L'histoire de Tu Youyou qui invente et qui fait perdre la guerre du Vietnam aux Américains simplement pour une espèce de fougère à la con qu'elle a distribuée au Viet Cong. Les gars, le Viet Cong, ils étaient détruits par le paludisme dans la jungle jusqu'au jour où les Chinois leur ont filé de l'armoise et tous les Viet Cong étaient moins malades que les Américains qui avaient des produits ultra toxiques chimiques et le Viet Cong a écrasé l'armée américaine alors qu'ils étaient nu-pieds. Hein. Si on avait laissé, s'il n'y avait pas eu l'armoise, jamais le Viet Cong aurait gagné la guerre du Vietnam. Il faut le savoir. Hein, voilà. Donc c'est un produit exceptionnel. Je raconte l'histoire de Tu Youyou, prix Nobel de la paix, qui a découvert les vertus de l'armoise. Et aujourd'hui, on en est à discuter de l'armoise en cancéro. Mais c'est toujours pareil. Le premier scientifique qui sort un article sur en cancéro, il se fait défoncer par les autres. Parce qu'évidemment, il va prendre la place des produits de chimiothérapie vendus dans le commerce. Donc, c'est une histoire extraordinaire, l'armoise. Ça aussi, c'est un bon article. Parce que ça vous montre dans quel pays, dans quel monde on vit. Les Africains qui sont dévastés par le palu, de temps en temps, on leur interdit d'utiliser de l'armoise qui sont sur leur propre champ. On va leur brûler leur armoise pour qu'ils soient obligés d'aller acheter des médicaments dégueulasses, généralement vendus par des hindous, qui sont des médicaments de contrefaçon, pour soi-disant les protéger contre le palu, alors que le produit, c'est un produit de contrebande, c'est un produit où il y a pas de principe actif, alors qu'au fond de leur jardin, avant qu'on ait mis du mazout dessus et qu'on ait foutu le feu, ils avaient de l'armoise. Donc l'histoire, elle est absolument hallucinante. Alors aujourd'hui, Big Pharma s'est saisi de l'armoise. Vous allez voir pourquoi dans l'article. Et vous allez voir pourquoi Big Pharma arrive à faire des ronds avec un produit naturel. Voilà. Alors, le pauvre Black qui est au fin fond de l'Afrique noire, dans son champ, il peut pas récolter son armoise, mais juste derrière la haie, il y a des centaines de milliers d'hectares d'armoises qui appartiennent à Big Pharma et qui iront se faire traiter pour des médicaments ACT, vous verrez ce que c'est que les ACT, pour les Européens qui ont des ronds. Voilà. Vive le monde actuel. Alors rassurez-moi, si demain je veux aller m'acheter un petit plant d'armoise à planter au fond de mon jardin, je vais dans une jardinerie, j'en trouve sans problème. Oui, oui, c'est ça. Bah, tu vas trouver les gendarmes aussi, parce que régulièrement, on a la plante est interdite de commercialisation en France. Là aussi, j'explique comment on peut faire, hein, parce qu'il y a des solutions. C'est tellement honteux que dans l'article, j'ai expliqué comment on s'en sort. On peut avoir des graines d'armoise. Alors attention avec l'armoise, c'est toujours pareil, hein, c'est de la phyto, c'est des produits ultra actifs, mais l'armoise est très allergisante. Pour les gens qui sont allergiques à l'armoise, alors là, les gars, vous leur mettez ça dans leur champ, ils ne peuvent plus vivre dans la maison. C'est impossible. Hein, parce que les graines sont très fines, ça part dans l'air très bien. Donc l'allergique à l'armoise, il ne peut pas supporter un plant d'armoise dans son espace vital, c'est impossible. Donc attention à ça. Vous pouvez pas. C'est du chien-dent, hein, l'armoise. Ça pousse tout seul. C'est vraiment que dalle. C'est une mauvaise herbe. Donc, c'est très facile à faire pousser. Mais attention à ça. Attention aux allergiques. Ok, c'est noté. Votre dernière chronique porte sur l'argent colloïdal. Oui, Vous dites que le monde entier a publié sur la question et que ses vertus ont été plus que démontrées dans un grand nombre de pathologies. A priori, c'est pas illégal puisqu'il me semble qu'on en trouve en vente dans n'importe quel bon magasin bio, voire même en pharmacie. Est-ce que c'est considéré comme un médicament, comme un complément alimentaire, comme un gris-gris c'est une histoire absolument hallucinante. Les Américains ont le droit de boire de l'argent colloïdal. Les Européens en ont interdiction. Parce que pour nous, c'est considéré comme un pesticide. Alors que les Américains sont autorisés depuis 1938, par une loi de 38, où ils boivent de l'argent colloïdal. Ils ont toujours bu depuis 38. Et puis, il s'est jamais rien passé, nulle part. Ni en Europe, ni aux États-Unis. Il n'y a absolument aucun problème. Je le redis dans les articles que j'ai publiés dans ce bouquin. J'ai retrouvé les minutes de la NSM française et puis du CDC aux États-Unis. Des gars leur ont posé la question combien on a d'effets indésirables avec l'argent colloïdal. Les Français répondent zéro et les Américains zéro. Mais ça reste un pesticide. Pourquoi? Parce que ça fait de l'ombre aux médocs.
Alors, j'explique dans le livre que c'est. Il faut comprendre un truc. Quand on veut faire un filtre à eau de bonne qualité, on va mettre un filtre à argent. Quand, par exemple, on fait une station spatiale et quand on veut délivrer de l'eau aux cosmonautes, tous les filtres sont à l'argent. Tous les filtres vont lâcher un peu d'argent dans l'eau. Bon, eh bien, il n'y a aucun problème. Il n'y a, dans aucun pays au monde, il y a une alarme maximale de teneur en argent dans l'eau. C'est tellement pas toxique qu'on se fout complètement de savoir combien il y a de quantité d'argent dans la flotte. C'est pas pour le fluor, je te rappelle que c'est pas pareil, hein. Il y a une catastrophe sanitaire aux États-Unis actuellement parce qu'ils fluorent l'eau à mort et les gens sont vachement malades, les enfants, les adultes, etc. Pour l'argent, que dalle. C'est juste que le produit est cher. Alors, c'est sûr qu'on ne va pas s'amuser à faire couler de l'argent. Mais si vous buvez de l'argent, l'argent va partir soit dans les selles, des gros cristaux d'argent, ça partira dans les selles ou ça partira dans les urines. Mais nous, ce qu'on veut, tu vois, c'est un produit comme ça, là, colloidal silver, argent colloidal. On est quasiment à la taille d'une molécule. Donc ça ne se dépose pas, ça ne fait pas des gros cristaux dans les tissus. Et puis c'est évacué au fur et à mesure. Mais par contre, pendant 24 heures, ça circule dans le sang et ça nettoie les bactéries, les virus, les champignons, tout ça, ça les dégage. Voilà, un produit absolument extraordinaire. On l'a utilisé en cancéro, qu'on a utilisé en plein de trucs, avec toujours pareil, énormément de références scientifiques qui démontrent que l'argent colloïdal, ça marche en cancéro. Désolé. Voilà. Mais ça marche surtout très très bien dans les pathologies infectieuses. Voilà. Est-ce que vous avez déjà des patients qui vous ont dit, ah docteur, j'ai essayé l'argent colloïdal, incroyable, je sais pas, mon rhume a disparu ou des trucs comme ça. Alors, c'est souvent sur des pathologies ORL et surtout urinaires. Puisque l'argent colloïdal va disparaître dans les urines pour une partie, les gens qui ont des cystites chroniques, les femmes surtout, sont souvent très contentes. Alors pareil, il y a de l'argent colloïdal de qualité, de concours. Le meilleur argent colloïdal du monde, il est américain, il est interdit de vente en Europe. C'est comme ça, c'est réglé, vous ne l'aurez pas. Mais bon, ce produit-là, dont je vous montre vite fait, voilà, ça c'est une marque, c'est Cataros, ça doit être français. C'est un produit remarquable, voilà, très bien. Mais c'est pas donné, hein. C'est pas donné pourquoi? Parce que c'est compliqué à produire, c'est long, il faut des électrodes à argent, il faut passer un courant très particulier, il faut que les électrodes soient dans une qualité très particulière. Il faut pour que les molécules d'argent s'arrachent des électrodes, il faut beaucoup de temps. Donc, il faut une eau particulièrement en nickel, il faut des contenants nickel. Donc, et puis l'argent, c'est cher. Donc, finalement, l'argent colloïdal, c'est pas un produit bon marché. Mais peut-être que tout le monde n'en a pas besoin tout le temps. Mais en revanche, quand vous êtes malade, pourquoi virus, machin, rhino, cystite, je ne vous dis pas que ça remplace l'antibiotique sur une cystite sévère, mais en prévention, ce genre de truc, c'est génial. Alors, quand on arrive à la fin de votre livre, je pense qu'on a bien compris la logique. En gros, quand c'est naturel, que c'est bon à la santé, que c'est efficace et que c'est bon marché, bah, il y a des chances pour que ce soit interdit, c'est bien ça. Interdit ou complètement tu. Le plus simple, plutôt que d'interdire, il ne faut pas en parler. Comme ça s'oublie. Et ça, je crois que c'est ça mon travail. C'est de ressortir. Moi, dans ce bouquin, tu as vu, il y a énormément d'apports historiques. C'est-à-dire qu'on peut pas parler d'un produit sans raconter comment les hommes se sont emparés de la technique ou du produit depuis 300, 500 ans. Pour ce qui est de l'argent, je t'ai expliqué que c'est les premières guerres grecques, etc., les gars se faisaient des cataplasmes à l'argent et ça remplaçait les antiseptiques. C'est-à-dire qu'il y avait des plaques d'argent très fines qu'on moulait sur les blessures et c'était tellement antiseptique que les blessures ne se guérissaient de leurs infections. Donc le produit, quand on comprend ça, que c'était même déjà évident dans les armées grecques, mésopotamiennes, etc., euh, dire que c'est toxique en 21e siècle, bah, c'est déjà plus dur. Voilà. Mm. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Un truc vieux, c'est parfois évidemment sans brevet, donc ça n'a pas d'intérêt financier. Donc on ne veut pas que vous l'utilisiez. Voilà. Vous avez vu pour Covid, pas droit de la vitamine D. Si tout le monde avait eu un bon niveau de vitamine D, il y aurait eu beaucoup moins de Covid, certainement. Voilà. Donc c'est des choses basiques. Mais encore une fois, c'est des choses simples.
Parce que parfois, vous allez vous dire, tiens, mais je vais peut-être manger plus de ceci ou de cela. Je vais avoir beaucoup plus de vitamine C dans mon assiette pour mes enfants, pour mon mari, pour machin. Et puis voilà, je ne vous demande pas d'aller dévaliser les magasins Amazon ou je ne sais pas où. Mais simplement de savoir mieux manger, parfois, ça vous amène les micronutriments qu'il faut. Pour l'iode, si vous bouffez avec des algues 3 4 fois par semaine, eh ben, c'est déjà vachement bien. Alors, pour terminer, bah, au début, vous l'avez évoqué que l'Ordre des médecins vous cherche des poux en ce moment de manière assez sérieuse. Est-ce que vous pourriez nous dire plus précisément ce qu'ils vous reprochent, ce qu'ils vous réclament, de quoi ils vous menacent? Alors, j'ai été condamné 2 fois. J'ai été condamné une première fois parce que je m'étais élevé contre le fait que le Conseil national de l'Ordre des médecins poussait en 2020 à ce que les médecins vaccinent Covid, alors qu'on n'avait absolument aucune étude qui nous démontrait que, un, ça marchait. Il y avait une étude qui était une étude Pfizer qui montrait qu'elle était déjà trafiqué. C'était évident dès qu'on a lu la publication, on a compris que l'étude était trafiquée dans tous les sens. En plus, elle ne répondait pas au canon des bonnes pratiques d'évidence-based médecine, donc de médecine basée sur les preuves. Donc, on ne pouvait pas, avec ça, déclencher une vaccination mondiale. Bon, alors j'ai dit que j'ai dit à l'ordre que je pensais on se mettait en contravention avec un article du code de déontologie qui nous disait qu'on n'avait pas le droit de faire du charlatanisme. Et du coup, ils m'ont attaqué euh, mise en danger de la vie d'autrui, tout truc dans ce genre-là. Donc voilà, et j'ai pris un avertissement bon. Ou un blâme. Bon, j'ai fait appel immédiatement. Enfin voilà. Mais après, ils m'ont attaqué pour charlatanisme, alors que je les avais alertés sur le fait que ce qu'ils nous demandaient de faire, c'était du charlatanisme. Donc après, ils m'ont attaqué pour charlatanisme avec mes histoires de sérum marin, 1907. Et là, j'ai pris 3 ans d'interdiction d'exercice, dont un ferme. Et puis, c'est pas tout, parce que comme ils ont compris que de toute façon, j'allais faire appel, et puis qu'entre la première instance et l'appel, j'allais avoir le temps de travailler, après, ils m'ont envoyé le fisc. Ils m'ont envoyé un contrôle fiscal en disant, puisque Reliquet est un charlatan, il n'a pas payé la TVA. Parce que les prostituées, les diseurs de bonne aventure et les charlatans, ils doivent payer la TVA. Donc, on m'a enlevé la qualité de médecin pour m'affliger de la non-qualité de charlatan. Et donc, on m'a redressé sur 2 ans sur tous les actes de médecine en disant que vous deviez 20% sur tous les actes que vous avez faits depuis 2 ans. Donc, j'ai été condamné à 102 000 euros d'amende. Voilà. Et j'ai eu 15 jours pour payer. Si dans 15 jours, vous n'avez pas payé, je vous saisis votre maison, l'hypothèque terminée. Bon. Et puis après, c'est pas tout, parce que là, dans 10 jours, puisque je suis un charlatan, ils ont transmis à la sécurité sociale, et la sécurité sociale a dit, bah, puisque vous êtes un charlatan, tous les actes que vous avez faits, vous allez nous les rembourser. Alors, j'ai déjà payé la TVA sur des actes. Maintenant, il faut que je rembourse tous les actes, mais j'ai déjà payé 20%. Donc, en fait, je vais payer, je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'euros jeudi prochain, donc le 10 octobre. Mais j'en suis là. Voilà. Donc, je n'arrête pas d'être écrasé. Donc, j'attends pour 2025 d'être interdit d'exercice. J'aurais eu 150, 200 000 euros d'amende, donc j'aurais été complètement laminé. Bon, ben voilà, faut comprendre qu'il y a un lanceur d'alerte aujourd'hui, quelqu'un qui défend l'intérêt général en France. Malheur à lui. Je ne suis pas tout seul. Hein. J'ai un copain qui vient de prendre 6 mois d'interdiction d'exercice pour utilisation de la vitamine C. Jean-Philippe Labrèze. 6 mois d'interdiction d'exercice, il a commencé au 1er septembre 2024. Vous avez utilisé la vitamine C? 6 mois d'interdiction. Pouf. Voilà. Voilà, Pierre. En tout cas, moi, j'ai été ravi de présenter ce bouquin avec toi. J'espère qu'on se reverra pour le tome 2.